Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est aujourd'hui en face-à-face avec Linda Kebab, gardienne de la paix, déléguée nationale et porte-parole d'unité SGP Police FO, le premier syndicat de policiers en France, et auteur de ce livre, Gardienne de la paix et de la révolte aux éditions Stock. Alors Linda Kebab, la paix et la révolte, en ce moment la paix, peut pas dire qu'elle se porte très bien, elle se porte peut-être un peu plus mal que les victimes du Covid, en tout cas c'est pas loin. Et puis la révolte, oui, mais quelle révolte justement. Et avant de commencer, je voudrais vous faire entendre ce sonore fait par le site Brut et le journaliste Rémi Buisine. Écoutez. À 20h15, c'est le début des tensions entre les associations présentes sur place et les forces de l'ordre. Et au milieu de tout ça se trouvent tout simplement les réfugiés dans leurs tentes qui se retrouvent délogés violemment par les forces de l'ordre. Quelques minutes plus tard, les réfugiés sont obligés de quitter la place de la République et vont devoir trouver un autre endroit où passer la nuit. Ils se retrouvent ensuite dispersés par les forces de l'ordre à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Et à ce moment-là, moi je me fais molester. Voilà, la presse molestée, on a vu les images, bon, il n'a pas été matraqué, il a été un peu piétiné, effectivement, mais le problème, il n'est pas là, effectivement, les journalistes doivent faire leur boulot, et c'est la moindre des choses, mais Linda Kebab, je trouve que cette histoire, et hier soir, que c'était avant-hier soir encore, il y a eu un rassemblement plus pacifique, mais ça pose vraiment le problème. D'abord, comment ces réfugiés, enfin ces migrants, ou ces sans-papiers, ou ces sans-abri, comment ils sont-ils venus place de la République? D'abord, on voit les images, on voit, je veux dire, des tentes, toutes les mêmes d'ailleurs, assez neuves. Bon, les gens arrivent. Comment sont-ils arrivés? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Ah bah, selon moi, c'est pas selon moi, c'est selon les faits surtout. Ouais. Alors, c'est très bien que vous posiez cette question parce qu'il faut venir à la genèse de cette histoire. Qui est bien triste au demeurant, et pas seulement pour les images, mais aussi pour la misère humaine que ça illustre. Ça représente, mais ils sont, pour la plupart, donc, issus des camps qui sont disséminés dans le nord de Paris. Ici et là, le long des canaux également dans Paris. Près du micro, pardon. Linda, oui. Il s'avère qu'en fait, des associations, notamment d'extrême gauche, des militants d'extrême gauche, des avocats très proches de ces mouvements-là, et évidemment des élus, dont ceux de la France Insoumise, ont organisé une opération coup de poing. Donc il s'agissait de rassembler tous ces pauvres migrants sur la place de la République, de les mettre dans les tentes, et à ce moment-là d'attirer l'attention, et notamment celle des médias, parce que évidemment les caméras ne sont pas arrivées ici par hasard. Chacun a été alerté assez soigneusement par ses organisateurs. Et évidemment, il faut s'interroger, et je pense que vous allez me poser la question ensuite sur l'opération de police qui a suivi. Mais il ne faut pas être dupe, en fait. Ça a été orchestré, c'est un échec orchestré, je dirais même. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes spontanément en place de la République. Non, ça a été orchestré à une heure où on savait très bien qu'une mise à l'abri serait extrêmement difficile, ou en tout cas presque impossible même à organiser dans l'heure, avec une seule et unique intention, c'était d'attirer l'attention. Alors, si la situation des migrants doit en effet interroger dans notre pays et la façon dont ils sont traités, ou pas du tout traités d'ailleurs. Ça, c'est indéniable. La façon dont on les a utilisés, puisque après, à la suite de ces images-là, à l'heure qu'il est, ils errent dans les rues, ils n'ont pas de tente, et leur situation, elle ne s'est pas améliorée, voire même elle s'est aggravée, parce que, en fait, ces hommes-là, on s'est servi d'eux. On les a utilisés. Mais bien sûr qu'ils ont été utilisés. Enfin, vous savez, c'est pas trop un secret, mais j'effectue régulièrement des maraudes alimentaires sur Paris avec ma famille, et donc il arrive que l'on traverse des endroits où il se trouve des micro-camps de migrants, nos moyens étant limités. On ne peut pas se permettre de distribuer sur les gros camps qui, eux, sont plutôt gérés par des grosses associations. Et ces personnes-là ont conscience, des fois quand on échange avec eux, que leur situation est extrêmement difficile, mais de l'autre, qui sont aussi utilisés. Et ils nous le disent. Moi, j'ai affaire à eux. Des fois, ils m'expliquent leur situation et le fait que non seulement ça n'avance pas, mais qu'en plus, ils sont régulièrement topés par des associations qui leur disent qu'il faut faire des opérations coup de poing, il faut faire attirer l'attention médiatique. On leur parle à eux directement de violences policières, alors que la plupart du temps, ils n'ont jamais affaire à la police. Enfin bref,
on essaie de leur inculquer des choses qui sont complètement loin de leurs préoccupations quotidiennes. Donc oui, évidemment, il y a une instrumentalisation de leur situation et je trouve ça vraiment dramatique et totalement pas humaniste. Oui, non, c'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir politique n'ayant pas réglé le problème de l'immigration et le problème des sans-papiers, le problème des arrivées, n'ayant pas mis le curseur quelque part, et vous le dites dans votre livre, on va parler, c'est vous dites au fond, tout le monde pense que voilà, nous, on est les salauds, les violents, ceux qui cognent, etc., etc., tout le monde et la police, mais il dit, n'oubliez pas que nous exécutons aussi un certain nombre d'ordres, etc., on va en reparler. Mais justement, il y a eu quand même des images aussi assez violentes, quand même, je ne parle pas seulement du croche-pied, hein, que tout le monde a vu, mais d'autres images, et on se dit, au fond, alors on voudrait, en fait, au-delà de la polémique, on voudrait comprendre comment ça fonctionne dans ces cas-là. Vous êtes au cœur du dispositif, quand par exemple on dit, voilà, vous devez évacuer ce place de la République, il n'y a pas de raison, ils ne sont pas là illégal. D'abord, qui donne l'ordre et quelles sont les forces? Est-ce que ce sont des forces expérimentées qui savent ce qu'il faut faire? On en parle aussi pour les manifestations, parce que vous parlez beaucoup dans votre livre que quelquefois, on met face aux manifestants ou face à des gens qu'il faut déplacer, on met des gens qui ne sont pas formés pour ça. Monsieur Berkoff, vous lisez dans mes pensées. Vous posez extrêmement bien la question, puisque c'est exactement, et je vais vous répondre très clairement, il faut s'interroger en effet sur la façon dont l'opération a été menée, le curseur qui a été... quelle est la jauge à ce moment-là du donneur d'ordre, donc en l'occurrence il s'agit de la préfecture de police et donc du préfet de police, quelles instructions ou pas il a pu recevoir du ministre de l'Intérieur, on ne sait pas, il faut l'interroger. Mais nous sur le terrain, puisque je suis déléguée de la première organisation de policiers en France, et en l'occurrence du corps des gardiens de la paix, donc ceux qui exécutent les ordres, tout bonnement, on a conscience aussi que sur cette opération, il y a eu un gros problème. La première question qu'il faut se poser, et que tout journaliste doit se poser, c'est y avait-il urgence, et en l'occurrence le préfet de police aurait dû se poser cette question, et j'espère qu'il l'a fait. Y avait-il urgence à démanteler ce camp sur la place de la République? Donc, qui connaît cette place, c'est que c'est une grande place qui est piétonne. On sait qu'il n'y avait pas d'entrave à la circulation des voitures à ce moment-là. Qu'évidemment que l'emprise sur la voie publique de manière anarchique ne peut pas être acceptée dans un état de droit, mais de fait et au regard de la situation, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'émeutiers ou de quelque chose qui a vocation à être violent. C'est pas des gens qui étaient casseurs ou compagnie. Et donc du coup, à partir de là, de faire un diagnostic qui soit cohérent et intelligent, à une heure assez tardive, en tout cas il faisait nuit, et de se demander quels moyens mettre en œuvre, là, à l'instant T, pour faciliter la situation et faire en sorte qu'elle ne dégénère pas. Est-ce qu'il ne valait pas mieux les laisser passer la nuit ? Sachant qu'il faut rappeler, il faut que les auditeurs le comprennent, c'était orchestré, il y avait des avocats, il y avait des élus, notamment des députés, il y avait des associatifs, il y avait des journalistes qui ont été avisés. J'ai à peu près l'intime conviction, et je pense que tous les auditeurs l'ont, de se dire que si la nuit était passée, tous ceux qui ont été à l'affrontement avec les policiers, parce que finalement ce ne sont pas les migrants qui ont affronté les policiers, ce sont les avocats, les associatifs, des députés qui, avec leur écharpe tricolore, sont allés la salir en démontrant à quel point on pouvait être un élu finalement pas forcément à la hauteur de son mandat au sein de la République. Ces gens-là n'auraient pas passé la nuit. Certainement ne l'auraient-ils pas passé, et peut-être fallait-il attendre le lendemain pour ensuite, et c'est là où c'est important d'un point de vue opérationnel, faire appel à des effectifs de police qui sont spécialisés dans ce type d'opération. Alors justement, vous en parlez beaucoup dans votre livre, hein. C'est intéressant, parce que là je voudrais remonter, et c'est intéressant, d'ailleurs j'étais très étonné d'apprendre au bout de votre livre que vous étiez gilet jaune, en tout cas sympathisante. Je ne dis pas que vous avez été gilet jaune, vous n'avez pas porté le gilet, mais enfin sympathisante, et vous dites en même temps, vous en parlez beaucoup, on va parler de votre livre évidemment, tout le long de cet entretien, mais vous dites... effectivement, quelquefois, on se demande, parce qu'on a parlé, vous savez, des LDB, des éborgnements, de tout ça, et on s'est dit, mais au fond, est-ce que les right men in the right place, comme on dit en anglais, est-ce que ce sont les bons, je vous ai posé la question, ce sont les bonnes personnes qu'on met, et qui décide de mettre qui, en fait? Alors, qui décide, c'est le préfet. Et en l'occurrence, à Paris, c'est le préfet de police. Il y a des effectifs qui sont dévolus à la gestion des foules, quelle qu'elle soit, ce sont les CRS. Quoi qu'on puisse penser d'eux, ils ont une excellente manière de gérer les foules, de manière opérationnelle, ils ont une capacité à mettre en place des barrages filtrants, à faire baisser les tensions. À avoir un rapport avec les foules qui ne soit pas celle, par exemple, d'une BAC qui a toujours conscience qu'elle est dans un milieu hostile, parce que les BAC évoluent dans des milieux hostiles. Et donc elle a tendance à se défendre et à attaquer beaucoup plus rapidement. Et puis, il y a une deuxième chose qu'il faut prendre en compte. Alors,
les acronymes vont peut-être pas parler, mais c'est important en fait, et en tout cas pour les journalistes qui s'intéressent aux faits policiers, c'est que la gestion de la circulation et de l'emprise sur la voie publique à Paris, c'est la DOPC, donc la Direction de l'ordre public et de la circulation, qui en est responsable. Sauf que là, ce n'est pas la DOPC qui a géré ce démantèlement. C'est le préfet qui a demandé, non pas à la DOPC qui est sous les ordres du préfet, mais à la DESPAP, c'est la Direction de la sécurité publique. Donc c'est celle qui gère les commissariats. Sauf qu'elle n'a pas les moyens. Et notamment les moyens matériels pour les mises à l'abri. Vous savez, on a déjà vu des démantèlements de camps où on met les migrants, on les liste. Voilà, les policiers le listent, et ils sont formés à ça, ils les mettent dans des bus et ils vont les mettre à l'abri. Et ça, il n'y a pas eu. Finalement, on a des personnes aujourd'hui qui se retrouvent sans tente, qui ont été utilisées, et à cette heure-ci, qui errent dans les rues. Lina Kebab, on va continuer notre conversation tout de suite après les informations. Et n'oubliez pas ce numéro de téléphone 0826 300 300. Vous avez la parole à partir de 13h15. Venez interroger justement notre invitée Linda Kebab sur tous ces sujets, les événements de la place de la République, la loi sécurité globale, les gilets jaunes, etc. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et votre livre, Linda Kebab, qui est un livre tout à fait touchant, passionnant, parce que vous parlez d'abord de votre enfance, de petite fille d'Algérien. D'ailleurs, vos parents sont enterrés en Algérie, votre père et votre mère, et vous l'avez perdu dans des circonstances d'ailleurs dramatiques. Vous le racontez, et puis vous racontez que vous vouliez devenir journaliste, vous vouliez être sur tous les fronts, etc., reporter de guerre, une Josette Kessel en quelque sorte. Puis vous avez Émile Zola, on a vu qu'Émile Zola a joué les Rougon-Macquart, et vous parlez beaucoup de cette chose, vous dites attention. On a l'impression, et c'est vrai, que tous les flics, pour parler flics, sont à mettre dans le même sac les commissaires, les hauts gradés, les moins gradés, etc., etc. Et vous dites, alors j'aimerais que vous précisiez ça, vous dites que votre SGP, enfin l'unité SGP-FO, eh bien vous êtes effectivement majoritaire dans la police, mais vous ne représentez pas forcément, je dirais, les plus gradés, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a fait le choix. Il ne s'agit pas d'être dans la lutte des classes, mais d'avoir conscience quelque aussi part, que. Quand même. Oui, enfin. Non, parce qu'il s'agit surtout. C'est suite à un diagnostic en fait qu'on a fait. Parce qu'initialement, on avait intégré il y a de nombreuses années des officiers et des commissaires, et puis on s'est rendu compte que les intérêts n'étaient pas forcément les mêmes, et que dans une même entreprise, d'ailleurs, on peut en avoir conscience que le chef d'un service n'a pas forcément les mêmes intérêts, qui lui vont plutôt tourner autour de sa carrière, de ses ambitions, avec ceux qui exécutent les ordres, qui sont sur le terrain et qui vulgairement s'en prennent plein la figure toute la journée. Donc c'est pas être dans la lutte des classes, l'idée c'est plutôt de faire avec une grande intelligence, avec d'autres organisations syndicales, notamment d'officiers et de commissaires, tout en ayant conscience, parce qu'on le vit au sein des commissions techniques dans la police nationale, que les intérêts des uns ne sont pas forcément ceux du groupe. Nous, régulièrement, sur les comités techniques ministériels, quand on parle au nom de la police nationale et des policiers, et notamment mettre en place des mesures, des acquis sociaux, des avancées, etc., on se retrouve souvent buté à des organisations syndicales. Et encore une fois, c'est pas de la lutte des classes qui nous disent « Oui, mais nous, on travaille pour notre catégorie. En fait, on veut juste des avantages pour notre catégorie. » Chacun a ses intérêts catégoriels. Je pense pas qu'on puisse avancer chacun de son côté. Il faut qu'on fasse les choses tous en même temps. Sauf que quand vous faites des choses, et c'est très bien tout en même temps, moi, je vais vous parler du malaise de beaucoup de gens vis-à-vis de la police, et je ne parle pas des violences, etc. Mais il y a quelque chose, vous devez sentir, et vraiment beaucoup de gens, vous savez, la police a été très applaudie après Charlie Hebdo, après, etc. Il y a eu 4 millions de Français étaient descendus dans la rue, et on voyait les camions de CRS applaudis. Il y a eu quand même quelque chose, et des images qui ont beaucoup choqué, notamment, et on va rester dans l'actualité, avec le Covid, qu'on mettait, alors évidemment, c'est des instructions, mais je voudrais préciser tout ça, parce que on mettait par exemple des gens qui étaient en montagne, etc. Allez, des amendes de 125 € parce qu'ils circulaient tout seuls. Une vieille femme de 80 ans qui est au bord de la plage, on vient l'emmerder avec eux. Et franchement, on sait un peu ce qui se passe. Des hélicoptères qui tournent dans les montagnes et on voit une voiture de police ou de gendarmerie, d'ailleurs, pas seulement la police, arriver pour mettre des amendes. Vous voyez, je ne parle même pas et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce deux poids deux mesures par rapport à certains commissaires qui disent dans certains quartiers de dealers compagnie, écoutez, pour le moment, n'y allez pas, n'y touchez pas, c'est pas le moment, etc. Et d'un autre côté, des gens qui étaient attablés à une terrasse de café, à qui on dit allez dégager, vous n'avez pas les gestes barrières. Ça a été, honnêtement, pour beaucoup de gens, ressenti de manière extrêmement je dirais, fâcheuse et en colère, parce qu'on dit, mais de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on fait, nous? On n'est pas en train ni de casser, ni de voler, ni de... Alors, essayez de me dire votre ressenti et votre analyse par rapport à ça.
Bon, vous avez lu mon livre et vous savez que je dénonce certaines choses, notamment des instructions, des ordres qui paraissent incohérents, qui sont d'une part impopulaires, même si tout ce qui est impopulaire n'est pas forcément mauvais, mais en l'occurrence qui sont impopulaires, avec un manque de pédagogie monstrueux de la part du ministère de manière générale. Et pourquoi ? C'est dans la culture de l'administration française de ne pas communiquer, de ne pas être dans la pédagogie. Or, je pense aujourd'hui, avec le tout communicant, avec le tout image, le tout réseaux sociaux, qu'il faut être dans cette pédagogie. Parce que l'opinion publique, il faut avoir l'adhésion de l'opinion publique. Je pense que l'autorité ne se gagne pas sans l'adhésion de l'opinion publique. Sinon, on est dans l'autoritarisme. Et aujourd'hui, c'est ce sentiment qu'on laisse se diffuser auprès des Français. En plus de ça, c'est très utilisé et manipulé par des personnes pour des raisons politiques. Et donc, du coup, c'est aggravé. Moi, j'entends tout à fait les interrogations des personnes. Notamment, c'était sur la première vague, le premier confinement, avec des moyens mis en œuvre extrêmement fort pour la verbalisation. Alors, comme je disais, tout ce qui est impopulaire n'est pas forcément mauvais. Il faut avoir conscience que, et c'est comme ça en tout cas que les autorités l'ont présenté, en disant que les sorties, même dans des lieux peu fréquentés, notamment en montagne, en campagne ou au bord de la mer, s'ils venaient à provoquer un accident, ferait s'engager des forces de secours qui, du coup, ne seraient pas disponibles pour ceux qui seraient malades du Covid. Ça, c'est l'explication qui a été faite par les autorités. Voilà, c'est la leur. Mais moi, j'entends tout à fait le fait qu'à côté de ça, il y a une criminalité prégnante dans certains quartiers en France, avec une vie, malheureusement, qui est très difficile pour la majorité des habitants, qui ne réclament qu'une chose, c'est plus de policiers, plus d'institutions de l'État, plus de présence de l'État, plus d'éducation également, plus de prévention, plus de répression pour les personnes qui leur pourrissent la vie. Et moi, j'entends tout à fait que des personnes puissent se dire qu'il y a un 2 poids 2 mesures et qu'on va vers la facilité. Il y a aussi, au-delà du manque de moyens, il y a aussi la gestion des ressources humaines. Il y a un policier pour 300 habitants dans Paris, il y a voire même 100 habitants, et il y a un policier pour 1000 habitants dans certaines villes de la grande couronne parisienne. Donc il y a aussi la gestion RH, et donc au-delà des manques de moyens matériels, il y a aussi un manque de moyens d'effectifs, et cette gestion RH qui est assez ubuesque. Donc oui, évidemment que ça interroge, mais c'est aussi, moi, mon rôle en tant que délégué syndical, de trouver de la cohérence dans la mission des policiers, qui ont le sentiment aujourd'hui d'être dans une mission de non-sens. Il y a un véritable stress post-traumatique, pas seulement pour les événements qui sont vécus des policiers, mais pour ce sentiment constant de ne servir à rien, c'est-à-dire de ne pas être là où il faut et de ne pas faire les missions comme il faudrait le faire. Au-delà, en plus, de cette fameuse politique du chiffre qu'on dénonce de manière récurrente et donc du coup qui peut créer aussi de la verbalisation à outrance parce qu'on demande des chiffres tout le temps. Bien ça sûr, continue. mais bien sûr, à partir du moment où vous demandez de la verbalisation, on va vous faire un exemple tout bête. Il y a quelques semaines, le ministre accompagné Madame Schiappa donnait les chiffres de la délinquance et du travail, des résultats de la police. Disant que c'était pas une politique du chiffre, ok. Sauf qu'à un moment, Madame Schiappa, et d'ailleurs elle est interpellée par un de vos confrères, ou consoeurs, je ne sais plus, qui dit, voilà, il y a eu tant de verbalisation sur les violences sexistes, et nous avons l'objectif de doubler les chiffres. Ça, c'est une politique du chiffre. On ne peut pas d'un côté dire les policiers font bien, ils constatent, et là où il faut, comme il faut, et on fait bien le boulot, et de dire de l'autre côté, on va doubler. Mais doubler, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre moins d'effectifs dans les services de secours, d'anticriminalité, d'antidélinquance, et donc d'assistance aux personnes, et d'en mettre plus dans des opérations dont on ne connaît pas le contexte, s'ils sont mis en place à des moments définis dans des endroits dont on sait que la présence masculine... Qui peuvent être de la cosmétique, quoi, de la communication voilà, de la pure, cosmétique, où on va aller, quartier de la Chapelle, on fait une opération pendant 5 heures, et puis à la fin, on établit des chiffres, mais ça n'aura pas réglé le problème des violences subies par les femmes. Donc si, il y a la politique du chiffre, en réalité, elle est toujours mise en place, et c'est important, et je reviens, et je dis que c'est pas de la lutte des classes que de le dire. Aujourd'hui, une partie de la rémunération des commissaires, elle dépend aussi de ces chiffres-là. À la fin de l'année, les résultats... Pas les policiers. Pas les policiers de terrain. Les policiers ne sont pas rémunérés au chiffre. Ce sont des indemnités qui sont données aux chefs de service et plus, et qui dépendent uniquement des résultats. Donc ça s'appelle de la politique du chiffre, j'ai pas d'autre mot. Intéressant. De la police considérée comme une start-up, quoi. C'est ça, comme une entreprise. Je ne pense pas que le service public doit fonctionner comme une entreprise. Pas forcément. Et que le chiffre, ce n'est pas dans le nombre de PV ou d'interpellations, mais c'est plutôt dans la capacité à faire de la dissuasion et à faire en sorte qu'il y ait moins d'actes de délinquance et de criminalité. Vous pouvez résoudre toutes les affaires comme vous le voulez, et quoi que j'explique dans mon livre, comment est-ce qu'on falsifie les chiffres de la résolution des enquêtes, comment est-ce qu'une enquête, on la transforme en 20 enquêtes résolues parce qu'il y a 20 victimes et que du coup, on va remplir 20 cases. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, c'est aussi expliquer que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de crimes résolus qu'on fait du bon boulot. Le bon boulot, ce sera quand il y aura plus de crimes, dans un monde idéal, utopique un peu bisounours. Mais c'est aussi vers ça qu'on tend en tant que policier. C'est de faire en sorte que nous puissions enfin vraiment la garder, cette paix.
Oui, absolument, et c'est très important. Juste un mot, est-ce que vous avez connu, vous, ou pas du tout, c'est intéressant, parce que vous savez, on parle toujours de la France raciste, systémique et compagnie. Vous, par exemple, quand vous êtes entré, donc, après vous avez viré du journalisme à la police, parce que vos parents, hélas, étaient partis, vous deviez vous occuper de vos jeunes frères, vous avez choisi la police, et vous racontez très bien ça dans votre livre, que je recommande, une rencontre avec un jeune policier, etc. Vous avez choisi la police, est-ce que vous avez rencontré dans la police, parce qu'on le dit souvent, disons, un racisme systémique ou autre? Alors, j'ai déjà répondu à cette question à plusieurs reprises. Moi, personnellement, j'ai la chance de ne jamais avoir été victime de racisme. J'ai pu avoir des réflexions misogynes et discriminatoires, et j'en parle d'ailleurs dans un chapitre réservé aux femmes, sur le fait que dans certaines bacs, par exemple, on ne veuille pas de femmes parce qu'on craint les relations amoureuses, qui est totalement discriminatoire et d'un autre temps, mais c'est aussi une responsabilité des chefs de service qui laissent faire des anciennes méthodes sans trop mettre leur nez dedans, mais voilà, ça c'est un sujet. Personnellement, je n'en ai jamais victime, je n'en ai jamais été victime, mais attention, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a du racisme et des racistes dans la police, il y a des racistes chez les médecins, il y a des racistes chez les avocats, partout. Il y a des racistes aussi dans les banlieues. Dans les banlieues, évidemment. J'en ai moi-même été victime de racisme d'une personne qui se dit issue de la banlieue et qui me reproche d'être policière et qui me traite d'arabe de service. Pour moi, ça, c'est du racisme parce que ça nous cantonne à une case au regard de nos origines, comme si, en fait, finalement, il fallait définir son destin en fonction de ses origines. Il y a des collègues qui sont victimes de racisme, mais c'est pas la police qui les rend victimes de racisme, c'est des comportements individuels. La question, c'est la façon dont on va gérer ces comportements individuels. Est-ce qu'on est dans une omerta, on lève le tapis, on met la poussière en dessous parce que, encore une fois, on n'a pas assez d'effectifs, on est souvent sur des zones qui sont complètement délabrées, pour lesquelles il n'y a pas du tout d'appétence, vers lesquelles il n'y a pas de candidats, et donc du coup on les garde en se disant on ne cautionne pas, mais on ne peut pas se passer de ces effectifs, donc on les garde, ce qui est forcément un cercle vicieux. Ou est-ce qu'on traite le problème vraiment dans son fondement et on dit non, il faut être intraitable avec les moyens humains, financiers et surtout la volonté politique, c'est ça. C'est la volonté politique et administrative. Pas l'électoralisme et pas la lâcheté, il faut le dire. Bien sûr, mais la lâcheté, le pire, c'est que cette lâcheté, cet électoralisme finit par nous exploser à la figure à un moment. On a des affaires qui ont été médiatiques. On a tous en tête, en tout cas les journalistes ont tous en tête cette affaire de Rouen avec des policiers qui ont des propos suprémacistes qui sont extrêmement graves, où ils parlent de prendre les armes et d'exterminer. Je cite les juifs, les noirs, les PD, les bougnoules, etc. C'est des choses qui n'ont rien à faire dans la police. Et d'ailleurs, l'affaire a été très sérieusement prise en compte par l'IGPN, qui a remis des conclusions très rapides en disant qui a préconisé un conseil de discipline avec une révocation. Et d'ailleurs, le policier a été révoqué. Sauf que le temps que ça a pris, parce que c'est dans un service où personne ne veut aller, du coup, on s'est dit, pour le moment, on les maintient en attendant d'avoir de nouveaux effectifs. Résultat, ça a explosé. Et on peut comprendre la souffrance du policier, notamment, qui a été victime de ces propos. Et dans ces cas-là, ce n'est pas digne de l'institution de traiter cette affaire de cette manière. On se retrouve tout de suite avec Linda Kebab et les auditeurs de Sud Radio. Et les auditeurs qui ont tous composé le 0826 300 300. Mais il y a encore de la place. Vous pouvez encore nous appeler pour interpeller notamment notre invitée Linda Kebab. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, les Français parlent de français. Les auditeurs de Sud Radio s'adressent à Linda Kebab et à André Berkov. Et tout de suite, on va donner la parole à Thierry, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Thierry. Bonjour, Mme Kebab, bonjour, Monsieur André Berkov, merci de m'accueillir sur votre plateau. Donc, moi, effectivement, j'ai été pendant 7 ans policier sur le terrain, donc, et je suis encore en disponibilité de mon administration, donc je pense savoir de quoi je parle. J'aimerais dire plusieurs choses. Alors, premièrement, je vous ai entendu parler d'IGPN. J'aimerais que l'IGPN ne soit plus jugée la police jugée par la police. Je trouve ça scandaleux. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez, Mme Kebab. Deuxièmement, le commandant de Toulon qui a boxé des gens dans la rue, a-t-on des résultats? J'ai pas l'impression. Troisièmement, les syndicats manquent de crédibilité. Pourquoi? Eh bien, alors 99% de mes collègues sont des gens très bien et ils font leur travail. Seulement, il y a une partie de mes collègues qui n'ont aucune déontologie.
D'accord, on a pu le voir pendant les Gilets jaunes, avec les yeux éborgnés et les mains éclatées, etc., etc. Et je vous ai pas entendu parler de ça, Madame Kebab. Donc effectivement, vous faites partie d'un syndicat qui n'est pas crédible, à mon sens. Voilà, les Gilets jaunes, d'accord, donc les Gilets jaunes, vous n'en avez pas parlé, vous avez fait la sourde oreille, et je suis très heureux, et je suis très heureux que Monsieur Gérald Darmanin soit ministre de l'Intérieur, parce que enfin, on a un ministre de l'Intérieur crédible. Quand c'est bien, il le dit. Quand c'est pas bien, il le dit. Il n'y a pas de clientélisme. Bien, Thierry, vous avez dit, je crois qu'il y a plusieurs questions, et justement, ce serait bien que Linda Kebab réponde sur les GPN, sur le policier de Toulon, éventuellement, et sur les 99% des collègues qui sont bons, mais le 1% qui sont pas bons, et le fait que vous n'ayez pas réagi à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ou certains mauvais traitements. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Alors, pour l'IGPN, je reprends votre question. Vous aimeriez que l'IGPN ne juge plus les policiers, ne soit pas celle qui juge, j'utilise votre mot, hein. Les policiers, alors je ne remets pas en doute le fait que vous soyez un policier, monsieur, sauf que l'IGPN ne juge pas, en fait. C'est la justice qui juge. L'IGPN ne fait que les enquêtes, et ça, tout policier le sait. Le mot juger est juste pas du tout... et même dans une discussion de comptoir, on n'utiliserait pas le mot juger, parce que l'IGPN ne juge pas, ce sont des policiers. Donc j'ai un peu des doutes sur le fait que ce monsieur puisse être policier, mais bon, peut-être qu'il l'est et qu'il ne connaît pas le fonctionnement de l'IGPN, mais du coup, ça interroge sur la légitimité aussi à donner un avis sur son fonctionnement. Le deuxième, c'est sur le commandant Andrieux, je crois. Sur le commandant Andrieux qui a boxé à Toulon, qui avait une réputation bien sûr, déjà. Oui, qui avait une réputation. On en revient à ce que je dénonce régulièrement, c'est le corporatisme catégoriel. Moi, j'ai rien contre ce monsieur, mais en effet, on a eu beaucoup de retours, et notamment de nos délégués locaux, qui disaient qu'il y avait des problématiques, même avec les gardiens de la paix sur place. Il y a eu, je crois, des violences qui ont été exercées en interne, j'en parle parce que ça a été rendu public, et qu'il n'y a pas eu de suite. Donc moi, je dis juste, interrogeons l'administration. En fait, moi, c'est ce que je dis au début, c'est que je ne suis pas un syndicat d'officiers ou de commissaires. Non, donc, et la troisième question, c'est encore, je pense, le problème des nuances et des stigmatisations. L'absence de nuances et des stigmatisations, c'est que d'un côté, on dit... il ne faut pas stigmatiser un groupe, mais de l'autre côté, on stigmatise les personnes alors qu'on ne sait rien d'elles. Là, quand on dit les syndicats ne sont pas crédibles, etc., je pense que ce monsieur n'a juste pas lu mon livre, parce que justement, je déplore le fait qu'il y ait des blessés, qu'on est en République et pas dans une cour de récréation, qu'il y a des éborgnés, qu'il y a des blessés, que c'est un échec collectif, c'est un échec humain. Vous avez réagi là-dessus. J'ai fortement réagi, j'ai remis en question la gestion du maintien de l'ordre à Paris, la façon dont on a mis des effectifs sans aucune protection, en les jetant dans la foule avec des LBD, en leur disant sauf ta peau, débrouille-toi. J'ai aussi dénoncé le fait qu'il y avait eu un silence radio sur les collègues qui avaient été gravement blessés, dont le premier éborgné de l'histoire des Gilets jaunes. C'est le 24 novembre 2018, c'est un policier. Il n'a pas de casque sur sa tête, il est vers les Champs-Élysées. Une bombe artisanale lui est lancée en pleine figure, elle explose, elle l'éborgne. Silence radio. Et pire encore, et je sais, je l'ai vécu, quand j'ai publié des photos de policiers blessés sur mes réseaux sociaux et notamment Facebook tout au long du premier semestre 2019, moi je me prenais des centaines d'injures et de moqueries de la part de gens qui se disaient gilets jaunes, ce que je trouve tellement triste et déplorable, de gens qui disaient bien fait pour sa gueule. Donc moi j'estime juste qu'on n'est pas dans une cour de récréation et que c'est tellement triste en fait de renvoyer les gens dos à dos, et c'est faire montre de peu d'intelligence que de remettre en question finalement la politique qui a été faite de ce mouvement, mais de manière générale les questions sociales et économiques dans le pays, sans prendre parti pour ou contre le fait qu'il faille débloquer ou pas du budget, ça me regarde pas. Non, mais c'est la façon dont on a utilisé les policiers, qu'on leur a dit allez traiter ces Français-là sans essayer de répondre aux questions. Mais Linda Kebab, la question que là, au plus général, ce qui se pose, d'ailleurs Thierry lui-même a dit qu'il y a 99% de ses collègues, dit-il, qui sont très bien, qui a travaillé, il parle du 1%. Mais le problème qui est posé toujours, c'est une vieille question, c'est le monopole de la violence légitime. Qui a le monopole de la violence légitime? L'armée et la police. C'est eux, c'est parce que ils sont censés, et la gendarmerie, oui, enfin l'armée, c'est la gendarmerie, qui sont censés protéger les citoyens. Et effectivement, il faut être d'autant plus, et vous le savez très très bien, les gens sont d'autant plus sensibles que quand quelqu'un abuse de ses fonctions. C'est-à-dire que moi, je suis pas armé. Enfin, le port d'armes est interdit en France. D'ailleurs, je vais vous poser une question là-dessus après. Mais est-ce que le fait que justement alors, est-ce que ça va au point, parce que j'ai eu aussi on a eu des policiers ici qui ont témoigné à Sud Radio et dans Berkoff dans tous ces états, qui disaient, mais écoutez, nous, on a interdiction, sauf danger absolu pour nos vies, de sortir nos armes, de les utiliser, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a véritablement une consigne extrêmement forte? Parce que d'un côté, on voit les images, et d'un côté, on dit, attention, ne réagissez pas dans certains contextes, réagissez
vraiment à la dernière minute et à la dernière extrémité, sinon ne réagissez pas. Est-ce que c'est vrai? Alors en fait, l'utilisation des armes, elle est légiférée. Tout simplement, c'est pas des instructions administratives, c'est la loi qui le dit, c'est le code de sécurité intérieure qui donne les contextes dans lesquels l'utilisation de l'arme peut être faite. Mais dans les armes aussi, il y a plusieurs armes. Il y a l'arme létale qui doit répondre à une attaque potentiellement mortelle. Je veux dire quelqu'un qui vous attaque au couteau parce que c'est mortel, à l'arme à feu évidemment, ou même à une voiture qui nous fonce dedans avec impossibilité, enfin sans échappatoire. Donc là, il y a un usage de l'arme létale qui est tout à fait possible et en général, on justifie la légitime défense. Ensuite, il y a les armes dites intermédiaires. C'est le tonfa, la lacrymogène, le LBD, où sont pendant le cougar, le lanceur 40, etc. Ça, c'est pour des actions violentes contre les forces de l'ordre qui ne sont pas létales, et notamment quand elles sont exercées par un groupe ou dans des violences urbaines. Donc la particularité d'utilisation de l'arme, et c'est la même pour tout le monde en fait, c'est la même que pour tous les citoyens, c'est pas propre aux policiers. C'est-à-dire que si vous devez faire usage d'une arme... Moi, j'ai pas de Oui, mais si vous saisissez un couteau parce que vous êtes agressé, il faut une proportionnalité. Il faut que les actes soient concomitant, c'est-à-dire que vous ne répliquez qu'au moment où l'acte de l'autre est potentiellement oui, mais vous imaginez juste un mot, c'est une longue discussion. Vous avez le quart de seconde où il faut que je sache que mais c'est ça le problème en fait de la LD, c'est très difficile en fait. La justice se prononce in concreto, c'est-à-dire qu'en fait sur des faits, mais avec beaucoup de temps, là où des femmes et des hommes, des humains avec leurs failles, leurs difficultés, leurs émotions, le stress, etc., ont un quart de seconde pour se dire je vais peut-être mourir, je vais prendre mon arme, j'utilise pas. Et on a beaucoup de policiers d'ailleurs aujourd'hui qui sont blessés gravement, qui font pas usage notamment du LBD, etc., qui disent en fait j'ai pensé à ma vie, mais j'ai aussi pensé à l'enquête IGPN derrière et à la justice qui me dirait que je ne serais pas en légitime défense. Et donc en fait, je crois que c'est facile pour nous de parler de légitime défense à tête reposée. Les éborgnements étaient peut-être inutiles, hein, franchement. Non mais les éborgnements, c'est même pas question d'inutilité, c'est un échec. Je veux dire humainement, on peut, même le mot inutile, il est faible. Je veux dire les violences de toute manière, mais elles sont jamais utiles. Mais elles sont jamais utiles déjà quand elles sont provoquées dans le cadre de l'expression de la démocratie sociale que sont les manifestations. Mais elles ne sont pas aussi entendables quand elles sont l'objet d'une réplique policière. Mais dans l'absolu, j'ai envie de vous dire, on ne parle pas de cas où les collègues, de toute manière, il y a des enquêtes aujourd'hui, et je pense très sincèrement que la justice, et elle a commencé à se prononcer très durement vis-à-vis de certains de mes collègues, va le faire. Et sur ça, je ne peux pas me prononcer parce que j'ai le respect du secret de l'instruction. Mais il faut savoir une chose, Monsieur Berkoff, c'est que quand vous avez affaire à une action qui peut potentiellement vous tuer, et l'action que vous allez mener vous en face, elle peut potentiellement tuer. Et quand vous avez en face de vous une action qui peut potentiellement vous mutiler, vous avez l'obligation de répliquer pour votre propre vie. C'est pas une obligation sur une action qui. Sauf que est-ce qu'ils sont formés à un jugement sur là-dessus? Ça, je ne suis pas sûr. Alors, je suis désolée, je renvoie. Pas formés à savoir réagir comme il faut à égalité. Je renvoie encore. Je suis désolée à ce que je raconte dans mon livre justement sur la formation LBD, puisque je suis moi-même habilitée au lanceur de balles de défense. J'explique en fait que l'habilitation, elle se fait avec des formateurs qui sont très bien. Le matin, on fait la formation théorique, l'armement, la nomenclature de l'arme, et l'après-midi, on va dans un fort sécurisé, il fait beau, et on va tirer sur des cibles qui sont immobiles, et vous êtes habilité. Et ensuite, tous les 2-3 ans, vous faites votre habilitation, vous tirez 3 à 5 cartouches. C'est absolument insuffisant. Mais ça, la formation, c'est et c'est là où c'est dommage de dire vous n'êtes pas crédibles les syndicats, alors que justement, c'est les syndicats qui dénoncent le fait que la formation, elle est insuffisante. Le suivi psychologique aussi, la formation en matière juridique, la formation, je veux dire, il faut un véritable suivi. Aujourd'hui, on a des policiers, il faut s'en rendre compte, qui vivent un véritable stress post-traumatique et qui ont des réactions hyper sur la défensive parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Il y a du pain sur la planche. Encore faut-il la sortir, cette planche. Eh bien, on est en train de le faire, là, Linda Kebab. On se retrouve juste après cette petite pause. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et André Berkoff dans tous ses états avec son invité Linda Kebab, auteur de Gardienne de la paix et de la révolte aux éditions Stock, qui revient évidemment sur tous ces événements, la place de la République, la loi sécurité globale, les affrontements avec les gilets jaunes. Et vous êtes nombreux d'ailleurs à réagir à ce sujet. On va donner tout de suite la parole à Anne-France qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Anne-France. Oui, bonjour Anne-France. Bonjour André Berkoff et bonjour Madame Kebab. Bonjour. Bon, moi je suis simple citoyenne, donc je réponds par rapport à cette manifestation place de la République, donc qui a eu lieu avec beaucoup d'agressivité il y a 2 jours et hier soir, qui a été réitérée avec des gens qui en confinement ne portaient pas de masque, ne faisaient comme ils entendaient. Donc
Bon, Oui. moi, je trouve ça particulièrement inadmissible parce que, bon, les migrants, on a des gens qui sont sur notre sol français qui ne devraient pas être là et qui se laissent manipuler parce qu'ils ne savent pas faire autrement par ces associations de soutien aux migrants. Parce qu'il faut quand même rappeler que ces associations sont budgétées par rapport à nos impôts et à tout l'argent qu'on leur donne, que ces gens-là, effectivement, qui manifestent par l'intermédiaire des migrants, parce que c'est leur travail quotidien, donc leur travail quotidien, ils manifestent avec les avocats, et la violence qu'ils ont, c'est la violence pour leur salaire, et ça c'est inadmissible, parce qu'ils ne respectent déjà ces gens-là, sont en France et ne respectent pas les lois françaises, ne respectent pas la Constitution, et je trouve ça très malhonnête. Parce que moi, j'ai une profession qui fait que je m'occupe de beaucoup de gens, et des gens qui sont en détresse. Et là, rien n'est fait pour ces gens-là. Rien n'est fait pour leur porter un petit peu de pain. Notamment les 300 000 SDF en France, il faut le rappeler. Voilà, il y a 300 000 SDF en France. Et 10 millions de pauvres depuis le Covid. Enfin, 1 million de pauvres en plus depuis le Covid. Très pauvres. Et Monsieur Berkoff, il y a aussi ces mamans qui sont seules avec les enfants. Qui vivent dans les voitures. Moi, j'en vois, je fais appel à la Croix de Malte. Je fais appel à la Croix de Malte qui m'aide bien, parce qu'ils les prennent en charge. Mais c'est des mamans qui ont un petit travail, qui ont des fois 1 000, 1 200 euros par mois, qui ont des enfants et qui ne subviennent pas à leurs besoins. Donc ces gens-là sont absolument révoltés. Donc le floutage des visages des policiers, ok, parce que les conséquences sont énormes. Mais si les policiers n'étaient pas constamment en train de faire un coup pour les migrants, un coup pour ci, un coup pour ça, des choses qui ne devraient pas avoir lieu sur notre terrain, les policiers seraient peut-être un peu plus sereins et un peu moins sollicités que ce qu'ils sont actuellement. Merci beaucoup, merci de votre témoignage. Linda Kebab, au fond, parce que justement, notre auditrice a parlé du floutage, a parlé effectivement du reste. Je crois que vous êtes assez d'accord avec ces propos. Alors sur la question migratoire, moi je reste neutre, c'est une question de politique, donc je m'en mêle pas. Oui. D'ailleurs ça fait beaucoup de mal aux personnes qui détestent la police parce qu'ils ont envie de me mettre dans la case raciste, mais ils n'y arrivent pas. Mais sur ça, voilà, je me dois d'être neutre. La gestion des migrants, en l'occurrence sur Paris, on en a fait un problème policier, alors que ça, à la base c'est un problème social et économique. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'immigration, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on gère des personnes qui aujourd'hui sont sur le territoire. Voilà, donc moi je pense qu'il faut toujours rester un peu humaniste, quelle que soit la personne que l'on a. Après, qu'on peut avoir une politique migratoire stricte et aller jusqu'à la fermeture des frontières comme certains préconisent. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on a quand même des humains sur le territoire. Donc voilà, le premier débat ne me regarde pas. Le second, moi, en tant que policière et en tant que maraudeuse aussi humanitaire, ça m'embête un petit peu. D'ailleurs, vous avez vécu vous-même jeune dans une voiture à un moment donné, quelques mois, c'est vrai, vous sortez du boulot, c'est pas facile, vous êtes d'un milieu modeste, et vous avez fait vraiment votre chemin, vous le racontez d'ailleurs dans votre livre. Bien. Alors, il y a quelque chose d'annoncé dans votre livre, il a été terminé en juillet, et puis vous êtes contente là, parce que la loi sur le floutage des visages des policiers, le fameux article 34 et autres, vient d'être adopté. Alors, vous en êtes contente ? Alors, il faut revenir à la genèse de cette histoire. Je vais essayer d'être rapide. Il y a un an, j'ai saisi un sénateur parce que j'avais conscience que du côté de la majorité à l'Assemblée nationale, on n'était pas hyper intéressé par le sujet. Le gouvernement non plus d'ailleurs à l'époque. Et donc du coup, j'avais saisi. Je me suis dit tiens, on va rentrer par l'autre majorité, en l'occurrence celle du Sénat. Et il y avait un amendement qui avait été déposé par un sénateur. Donc on avait co-travaillé ensemble au moment où il y avait les débats sur la haine sur Internet. Vous savez, la fameuse loi Avia. Donc il avait déposé un amendement et l'amendement était clair, c'est l'interdiction des diffusions des visages visibles, donc du coup identifiables des policiers, parce qu'il faut savoir que contrairement à n'importe qui d'autre en France, les forces de l'ordre n'ont pas le droit à l'image. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de l'action de police que l'on filme, il s'agit vraiment du visage du policier. À partir du moment où vous avez un uniforme, on peut vous filmer, vous photographier, le diffuser des millions de fois, vous n'avez aucun droit à l'image. Le visage est du domaine public. Le visage, voilà, sauf que on apprend progressivement dans une société qui se dit progressiste et humaniste
humaniste, à réhumaniser même ses agents, et en disant, en fait, les visages, c'est quelque chose d'assez intime, et surtout, c'est quelque chose qui a trait à l'identification et l'identité de la personne, du conjoint, des enfants. On a surtout, et malheureusement sur nos dossiers, ça amoncelle des problèmes qui ne trouvent pas de réponse juridique, et en tout cas législative. C'est des policiers qui, seulement pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des policiers, sont filmés, photographiés, mis dans des sites que je ne vais pas citer pour pas leur faire de la pub, et qui disent, voilà, ça c'est un policier, voilà l'immatriculation de sa voiture, voilà où vont ses enfants à l'école, voilà où travaille sa femme. Il n'y a pas de menace, donc c'est pas sous le coup de la loi. Il n'y a pas d'outrage, ça tombe pas sous le coup de la loi. C'est juste publié. Et après, quiconque peut s'en emparer. Et quiconque peut s'en emparer. Et là, sur ça, il y a un vide juridique, en fait, qui dit que d'un côté, il n'y a pas le droit à l'image, et de l'autre côté, il n'y a pas d'infraction qui est commise dans le commentaire qui accompagne cette publication, avec des informations privées qui sont dévoilées. Et donc, du coup, c'est à ça que ça devait servir initialement. Et donc, vous y êtes arrivé là. Donc initialement, l'amendement est une première fois rejeté il y a 1 an. Entre-temps, il y a des discussions qui sont entamées avec le gouvernement. Notre organisation syndicale s'immisce complètement, et donc on fait une reproposition, notamment auprès de M. Fauvergue, qui entend tout à fait la souffrance des policiers, puisqu'il a lui-même été policier. Et du coup, il propose qu'on ne puisse pas diffuser donc les visages des policiers. Avec bien sûr cette nuance, parce qu'on sait derrière qu'il y a un conseil constitutionnel qui a évidemment un débat politique, mais au-delà du débat politique, il y a un débat idéologique sur ceux qui veulent absolument jeter en pâture les policiers parce qu'ils ne peuvent pas se voir les policiers pleinement. Et puis la crainte que le conseil constitutionnel ne retoque l'article. Et donc du coup, qui ajoute, et je l'entends tout à fait, le fait qu'il ne faille pas le faire avec l'intention de nuire. Et pour pouvoir aussi rassurer la presse, qui, je suis désolée, et c'est important de le dire, a fait, je pense, les syndicats de journalistes n'ont pas été à la hauteur de leur rôle, puisqu'ils ont déformé l'article en disant que c'était un article qui interdisait aux journalistes de travailler, alors que ça ne s'adressait pas du tout à eux, ni au droit d'informer, ni au droit de filmer, ni au droit même de diffuser une action de police, même si le visage des policiers est visible, puisque là, on est sur un travail journalistique. Et l'article, il était clair, c'est dans l'intention de nuire. Or, l'intention de nuire, le juge, il l'a défini avec le code pénal. Il y a des éléments constitutifs. En l'occurrence, par exemple, je vous ai parlé des sites qui ont vocation à nuire, des groupes sur les réseaux sociaux qui ont vocation à nuire, qui accompagnent cela de commentaires qui sont extrêmement agressifs, mais qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Et donc, progressivement, on a réussi à faire aborder cet article qui n'est pas parfait, qui est déjà même pas à la base ce qu'on voulait, c'est-à-dire protéger nos visages, mais qui est un bon premier pas en tout cas. Oui, sauf que, je vais vous dire, et vous en parlez aussi dans votre livre, vous l'adjoignez d'autres choses, c'est la loi Avia et l'appel à la haine. Et là, je ne vous suis plus du tout, parce que vous savez très bien, il y a un problème qui est où on met le curseur. Parce que ça dépendra toujours des gens. Là, il ne faut pas se faire aussi, on n'est pas angélique et on n'est pas dans les bisounours. Qui va décider qu'un contenu est haineux ou pas ? Je veux bien que les contenus d'appel au meurtre, je veux bien des contenus d'appel vraiment à la dénonciation, etc. Mais vous savez, on l'a vu avec l'histoire de Charlie Hebdo, du blasphème, etc., etc. Où on arrête le curseur. Et moi, j'ai très peur. J'ai vraiment très très peur que on ait un système. C'est pas les policiers. Hein, là, je parle. Enfin, vous êtes citoyenne, vous êtes politique. Vous avez des gens qui vont dire ah oui, mais ça, c'est considéré comme un appel à la haine. En fonction, vous savez très bien l'intérêt qui n'ont rien à voir avec ça. Mais ah oui, ça, je vais l'interdire. On le voit déjà sur les réseaux sociaux. On voit très bien Twitter, Facebook, comment ils manœuvrent, et puis d'autres. C'est-à-dire que le grand problème aujourd'hui, c'est que sous le prétexte d'appel à la haine, sous le prétexte de racisme, c'est le prétexte de facho, sous le prétexte, etc., ou de l'autre côté, sous le prétexte de progressiste, d'ultra-gauche, etc., on risque d'arriver à une véritable censure, qui évidemment ne dira jamais son nom, mais vous savez, ça peut être très grave, ça. Alors, je suis d'accord avec vous, mais moi, je vais nuancer, parce que j'ai conscience que l'usage... Alors, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, ça reste des entreprises privées qui font ce qu'elles veulent selon leur propres règles et qui des fois ne sont pas du tout en accord avec les règles du pays dans lesquelles elles sont installées. Oui. Moi j'ai moi-même été victime d'une censure de Facebook. C'est le jour où j'ai annoncé que je déposais plainte contre un de vos confrères parce qu'il m'avait traité d'arabe de service et que j'expliquais pourquoi j'avais estimé important et urgent de déposer plainte contre ce type de propos stigmatisants et discriminatoires. Mon post a été supprimé par Facebook qui m'a accusé de le harceler. Alors que je suis victime d'injures racistes, mais bon... Ouais. Voilà, ils ont pris une position militante très forte vis-à-vis de quelqu'un qui a une aversion vis-à-vis des forces de l'ordre. Bon, soit. Encore une fois, M. Berkoff, sur ce sujet-là, vous parlez, oui, les incitations au meurtre, etc. Mais ça, c'est déjà qualifié par la loi, en fait. D'accord. Donc, si on accompagne une photo, si je mets votre photo sur les réseaux sociaux,
Bon, supposons que vous n'avez pas de droit à l'image comme les policiers. Et que je dis, il faut lui faire la peau, il faut s'en occuper, etc. Ça, on est d'accord. On est sous le coup de la loi, puisqu'il y a une incitation. Je parle d'incitation à la haine, je parle de la loi Avia. Oui, alors, non, mais moi, je ne suis pas sur la loi Avia. Donc, en réalité, la loi Avia, ça a été pour moi, à un moment, un prétexte pour glisser un amendement pour les forces de l'ordre. D'accord. La loi Avia, j'entends tout à fait les débats qui ont eu lieu dessus. Oui, vous n'êtes pas là-dessus. Enfin, moi, je ne suis pas là-dessus, parce que même moi, je vous ai dit, je sais très bien que les réseaux sociaux font ce qu'ils veulent, finalement, de ce qui peut être une incitation à la haine. Et que là où, d'ailleurs, le législateur et donc le Parlement doit peut-être travailler, c'est qu'est-ce que finalement l'intention de nuire, par exemple, comme pour l'article 24, mais également l'incitation à la haine. Moi, je parle dans mon livre aussi que l'incitation à la haine aujourd'hui, elle englobe en fait finalement des circonstances, c'est-à-dire l'incitation à la haine contre un groupe ethnique, religieux, au regard de son orientation sexuelle, etc. Et moi, j'avais parlé aussi d'inclure aussi les personnes qui sont chargées d'une mission de service public, qui, du coup, prennent aussi une charge de haine de la part des personnes qui ont une aversion des valeurs républicaines. Oui, mais vous savez très très bien, enfin c'est un terrain extrêmement mouvant. Moi, je l'entends tout à fait. Vous savez très bien. Mais c'est un débat qu'il faut avoir. C'est un débat qu'il faut avoir absolument, parce qu'on risque très 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 vite, et on le sait. Vous savez, c'est dans les pays dictatoriaux aussi, c'est au nom de l'incitation à la haine qu'ils disent il ne faut pas toucher à ça et ça. Bien sûr. Vous allez être haineux contre nous, gens de pouvoir, donc surtout attention. Mais on a une justice indépendante, c'est ça l'avantage en France. En théorie, on a une justice indépendante. Alors dans ces cas-là, il faut remettre en question peut-être le travail de la justice. Et puis on a un conseil constitutionnel qui est supposé aussi analyser ces lois et estimer si oui ou non elles sont anticonstitutionnelles ou pas. Mais sur le sujet de la diffusion des visages, je vous dis, Monsieur Berkov, si demain votre visage, parce que vous n'avez pas de droit à l'image, qui est notre cas aujourd'hui, on le diffuse, on donne le nom de l'école de vos enfants, mais on accompagne ça de rien d'autre qui soit sous le coup de la loi, c'est-à-dire ni une incitation à la violence, ni un appel au meurtre, ni rien, vous ne pouvez rien faire. Et à l'heure où je vous parle, Monsieur Berkov, il y a des centaines de policiers dont les photos, les vidéos sont actuellement sur les réseaux sociaux, qui nous contactent et qui disent les réseaux sociaux ne les suppriment pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de loi qui le prévoit. Et très honnêtement, c'est d'abord la première volonté, c'est de pouvoir saisir les réseaux sociaux par Pharos. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'exemple, et je ne veux pas le citer, parce que que ce soit les enquêtes de David Dufresne ou d'autres, quand un policier a commis, mais visiblement, et encore une fois, un policier comme quelqu'un d'autre, moi, vous, enfin, on espère qu'on ne fera jamais, mais on peut commettre des actes totalement répréhensibles et plus que ça. Bon. Si, pardon, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, ce policier, les journalistes ont filmé, selon la loi là, qui doit passer, etc. Bien. Et on voit vraiment quelque chose où le policier est en train de tabasser quelqu'un à terre ou autre. Bon. Il est flouté, on voit pas son visage, ben, il dira, attendez, c'est pas moi. Chacun dira, c'est pas moi, attendez, qu'est-ce que vous racontez, mais j'étais pas là. Comment vous faites, où vous tracez la ligne? Il est là, le curseur. Il veut dire, mais moi, pas du tout, c'est pas moi, c'est pourquoi vous dites que c'est moi, ben on a le même uniforme, vous racontez n'importe quoi. Ouais, alors, c'est bien que vous me posiez la question, parce que c'est la question que beaucoup de personnes se posent, et donc du coup, ça me permet d'éclaircir. L'article 24 ne parle pas du floutage. C'est là où c'est un petit peu frustrant pour nous, parce que justement, on avait demandé à ce que tous nos visages soient protégés, sauf que là, c'est un peu compliqué, et on prend le risque que le Conseil constitutionnel retoque l'article. Donc, il n'y a pas d'histoire de floutage dans l'article 24, que les gens l'entendent. En revanche, si par exemple vous filmez en tant que journaliste ou même en tant que citoyen, c'est le droit démocratique, du contrôle d'une action de police. Vous êtes d'accord là-dessus. Une action de police qui interroge et qui mais mérite. Vous êtes d'accord que tout citoyen a le droit de filmer? Bien sûr, non, mais sur ça, il n'y a pas de problème. La question, c'est de filmer, mais sans être. Et c'est aussi un sujet. Il y a aussi une éducation populaire qu'il faut faire. C'est-à-dire filmer sans être une entrave à l'opération de police. Par exemple, des policiers, je vous assure, dans des colonnes d'intervention avec des gens qui filment comme ça à 2 cm des policiers qui vont intervenir en disant j'ai le droit. Mais il faut leur expliquer que non. Ça, c'est une entrave à une opération de police. Je parle d'un cas très précis. Mais si vous avez la publication d'une vidéo d'un geste de policier qui interroge et qui mérite une enquête, je veux dire, le floutage, il peut très bien être public à l'attention des gens pour informer de ce qui s'est passé. Et après, vous transmettez. C'est la justice qui fait le travail en France. C'est pas Twitter, c'est pas les réseaux sociaux, c'est encore moins le lynchage sur les branches d'arbres. Il faut absolument remettre après la vidéo, et c'est aujourd'hui possible, la vidéo entre les mains du parquet, qui n'est pas floutée et qui fera identifier le policier. Et il n'y aura aucun problème de ce côté-là. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut une société en France, puisqu'on parlait justement des dictatures, où finalement la justice se fait sur les réseaux sociaux, où on va, parce que c'est le cas aujourd'hui, chez les policiers, les lyncher pour leur régler les comptes parce qu'ils sont policiers ou parce qu'on estime qu'ils ont commis une mauvaise action, ou est-ce qu'on remet ça entre les mains de la justice? Vous savez très bien que le pouvoir, et je suis tout à fait pour la justice, et ça existe comme institution, c'est ni la justice ni les réseaux sociaux, mais il est bon que les réseaux sociaux existent parce que ils parlent de choses dont le mainstream ne parle jamais. Bien sûr, c'est de la contre-information et c'est très bien les réseaux sociaux. Enfin, moi personnellement, j'aime pas les réseaux sociaux parce que je trouve qu'il y a beaucoup de haine, mais c'est un avis très personnel. Mais sinon, oui, dans une démocratie, c'est très bien que tout le monde puisse s'exprimer parce que je pense que oui, toutes les paroles se valent. On se retrouve après cette petite pause.